Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Bonjour à tous. J'aimerais démarrer ce dernier numéro de la saison par dénoncer une tentative de prise de pouvoir ici par l'équipe sur le plateau. Regardez bien ce qui se passe. Vous avez un journal Le Monde sur ma table, que j'ai découvert en arrivant ce matin. Pire encore, vous avez une tasse Libération. Et ils savent que je n'aime pas ce journal. Bienvenue dans ce dernier numéro d'Éclairage. Et bien sûr, hors micro, je réglerai mes comptes avec les membres de l'équipe sournois qui cherchent à me taquiner pour ce dernier enregistrement de la saison 4 d'Éclairage. Et la prochaine fois, on ajoutera un Charlie Hebdo, alors, dans ce cas-là. Voilà, Charlie Hebdo. Bon, allez, vous avez compris qu'aujourd'hui, non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est l'identité numérique. Où allons-nous ? Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. Par identité numérique, ce n'est pas la définition peut-être que vous et moi avons entendue il y a quelques années. Vous savez, c'était l'ensemble des traces que nous laissons au gré de nos visites sur Internet. Voilà, ce n'est pas la définition qui nous préoccupe aujourd'hui, d'accord ? On va parler aujourd'hui de l'identité numérique, c'est-à-dire notre capacité, vous et moi, de pouvoir prouver mon identité pour accéder à des ressources en ligne ou à des démarches en ligne, comme par exemple faire la déclaration de revenus que je reconnais avoir fait en retard pour la première fois de ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis un peu perturbé ces derniers temps. Peut-être que vous êtes comme nous, vous vous posez des questions sur l'identité numérique parce que, qu'on soit pour, contre, qu'on en ait peur ou pas, en tout cas, les choses s'accélèrent très clairement. Et pour moi, mais c'est peut-être un sujet de débat, s'entremêlent, puisque depuis quelques jours, nous avons besoin de flasher un QR code pour assister à un match de Roland-Garros. Je sais, c'est terminé. Nous avons besoin, bien sûr, normalement, d'aller au restaurant. Mais pareil, de flasher un QR code. L'Union européenne est en train de plancher donc, sur un portefeuille numérique interopérable, donc entre les différents États de l'UE. Donc clairement, il y a une accélération par rapport à ce sujet. Moi, je pense que c'était déjà dans l'air du temps, bien sûr, depuis très longtemps. Mais je parle ici d'accélération. Quelles sont les questions que ça peut poser ? Où allons-nous ? Puisque c'est vraiment ça notre titre aujourd'hui. C'est l'objectif de cette émission. Voilà. Que c'est bien lancé. Ouais, moi j'ai déjà une question. Vous, quel est votre usage concret ? Vous avez déjà le sentiment d'utiliser les bienfaits, parce qu'il y a un côté hyper positif que moi j'apprécie beaucoup, d'ailleurs dans toutes mes démarches sur Internet. Vous avez le sentiment déjà d'utiliser ce côté identité numérique, ou pour l'instant ça vous a l'air du chinois ? Moi, pour ma part, j'utilise beaucoup. Alors, j'ai peut-être pas eu autant d'expérience que vous dans des démarches papier, administratif, etc. Je pensais que c'était un compliment, la première partie de la phrase. Mais oui, c'est un compliment, mais c'est toujours un compliment. Thierry. C'est toujours un compliment. Non, moi, j'utilise beaucoup, que ce soit des applications en ligne pour faire des achats en ligne, des choses comme ça, pour m'identifier aussi. On parlera de France Connect. Exactement. Voilà. Si j'ai oublié un code pour Amélie ou un truc comme ça, je peux prendre mon identifiant Amélie, c'est le général, site de l'assurance etc. maladie. Très bon exemple, très concret, je trouve. Donc moi, je l'utilise beaucoup. Ouais. Ok. Ouais. Thierry. Alors moi, je suis une coutumière de procédures dématérialisées, des achats en ligne. Dès que j'ai pu déclarer mes impôts en le faisant par Internet, je l'ai fait. Et d'un point de vue professionnel, ça fait déjà quelques années que j'ai à disposition une clé électronique pour une signature électronique hyper protocolisée. Waouh, notamment pour tes PDF par exemple, c'est ça ? Est-ce que tu signes des PDF, des fichiers PDF avec Alors, cette clé ? Alors, c'est pas que des fichiers, ça serait plutôt du genre marché public. D'accord. Voilà. Donc, par délégation, bien évidemment. Ok, donc Anita qui déclare ses revenus. Hein. Oui, moi j'ai fait, je pense un petit peu comme tout le monde, l'usage naturellement. Quand il fallait renouveler ma carte grise, je suis passé par France Connect, et puis c'est là que j'ai découvert comment le site de la carte grise était mauvais, mais bon, ça c'est une autre question. Et oui, je pense que vu effectivement le nombre de sites institutionnels qu'il y a, s'il faut gérer un mot de passe pour chacun, c'est une source, c'est un obstacle pour certains, et c'est une source d'insécurité en fait numérique, puisque on est obligé de stocker des mots de passe, de les oublier. Donc, donc il peut y avoir, à mon avis, ça peut nous protéger contre certaines fraudes aussi institutionnelles. Ça nous est tous arrivé, je pense, chère audience, à un moment donné, dire mais waouh, tous les mots de passe, tous les comptes que je dois avoir à gauche et à droite, c'est juste la folie. Alors, parmi les questions, du coup,
enfin en tout cas moi, qui se sont posées lorsqu'on a préparé l'émission, puisque je rappelle que notre avantage sur vous, c'est qu'on prépare notre émission, voilà, et notre objectif reste le même. Je ne sais pas si c'est un avantage. Si vous puissiez saisir, je ne sais pas si c'est un avantage, vous saisir des 45 minutes qu'on passe ensemble pour conforter ou faire évoluer votre opinion que vous avez sur le sujet. Et parmi les questions que vous pourriez être amené à vous poser, j'en ai noté quelques-unes, bien sûr. Il peut y avoir, alors c'est très pratique, mais il peut y avoir les craintes sur le secret médical, puisque on parle du pass sanitaire en ce moment, évidemment. Les possibilités, évidemment, de traçage, puisque aujourd'hui, Stop anti-Covid, je ne sais plus, tous anti-Covid, merci beaucoup. On voit que je suis hyper motivé par l'application. Et tu du coup, traçage Bluetooth, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, l'exploitation des données, puisqu'on va peut-être l'aborder, même si dans le grand public encore, ça démarre lentement, mais il y a tout le fabuleux marché des objets connectés qui ont besoin intrinsèquement, en tout cas du fait de notre niveau de connaissance, d'avoir des données rapidement identifiables pour pouvoir nous proposer des choses tout à fait adaptées, ne serait-ce qu'en passant à côté d'une borne. Et comme dans les meilleurs films de science-fiction, on vous dit « Bonjour Thierry, comment vas-tu ce matin ?» Voilà. Donc voilà, parmi les questions, on va tout de suite, avant de nous lancer... Surtout qu'on risque de le confondre avec Griezmann, alors oui, je suis sûr qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait de l'usurpation d'identité, justement pour se pouvoir proposer des... Exactement. Non, ça y est, j'ai compris. C'est mon image sur Internet. Ouais, j'ai compris. Voilà, à propos d'images sur Internet, hors antenne, on m'a comparé à Jeanne Masse. Donc vous voyez qu'il est temps que la saison se termine et qu'on reparte sur des nouvelles bases, peut-être même avec une nouvelle équipe. Non, ça je réserve. Et une nouvelle couleur de cheveux. Et une nouvelle couleur de cheveux, voilà, tout à fait. On va tout de suite éclairer le sujet, comme d'habitude, avec les faits et le contexte. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui s'y colle. Et il n'y a pas de jingle pour cette rubrique. Thierry. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit identité numérique ? L'identité numérique peut être définie comme le lien technologique entre une identité réelle, une personne, un organisme ou une entreprise, et des entités virtuelles. L'identité numérique regroupe nos données partagées sur Internet de manière dématérialisée. Alors, passons peut-être aux faits pour essayer de mieux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de définitions, via quelques exemples que vous pourrez bien sûr compléter après. Alors, prenons l'application Tous Anti-Covid. Cette application sur laquelle vous avez déjà peut-être, à part Philippe peut-être, scanné votre fameux QR code, votre certificat de vaccination dans votre carnet de test. Ce QR code qui comporte de nombreuses données vous concernant, voilà un des exemples d'identité numérique. Une application qui permet, à l'initiative de l'utilisateur, l'utilisation justement de la technologie Bluetooth pour dire aux autres participants du concert où je suis allé que je suis malade ou pour prévenir les personnes qui ont été en contact avec moi lors du pique-nique au Paris dimanche qu'il y a un potentiel risque de contamination car je viens d'être testé positif. Le résultat, pour être concret en chiffres, 200 000 notifications ont été envoyées aux utilisateurs pour prévenir d'une éventuelle exposition au virus dans un entourage proche. Ou encore, toujours dans cette application Tous Anti-Covid, le cahier de rappel utilisé lors d'un passage au restaurant avec l'historique du lieu, l'horaire, pour prévenir si l'un des clients était positif au moment où j'étais. Des services qui forment donc le fameux pass sanitaire, soit une attestation de vaccination ou un test PCR négatif. Ensuite, pour continuer dans les faits, depuis quelques jours, la Poste a mis un coup d'accélérateur sur la création d'une identité numérique via la fameuse plateforme, là aussi, France Connect. Cette plateforme qui permet d'avoir accès à 900 services en ligne avec qu'un seul identifiant et mot de passe. Payer ses impôts, renouveler sa carte d'identité, gérer son assurance maladie, sa retraite, ses factures d'électricité, retirer ses diplômes, tout cela au même endroit. Pour la Poste, il s'agit de faire là aussi ces démarches en ligne. Retrait de colis, gestion de courrier, compte bancaire, en bref, tout avoir au même endroit pour faciliter les démarches. Enfin, il y a les réseaux sociaux et les données personnelles que nous pouvons partager. Nos achats toujours plus nombreux sur Internet avec nos données bancaires enregistrées et sécurisées dans notre téléphone et au-delà. Ensuite, passons au contexte et au AUX. J'ai eu du mal à faire un contexte. Il y en aura plusieurs. Il y a bien entendu le contexte de pandémie mondiale, d'urgence sanitaire et de nombreux axes et pistes pour reprendre une vie normale et ce de la meilleure manière. À la fois une nécessité de prendre soin les uns des autres, car la pandémie est toujours là, mais aussi une nécessité pour certains de reprendre leurs activités, concerts, sports, restaurants, événements avec du public, voyages. Et tout cela dans des temps records. Dû à ce contexte, il y a un sentiment de défiance, ou de perte de confiance, ou tout simplement même de curiosité, à propos de la gestion de la crise, des restrictions des libertés, de l'idée même de démocratie. Que fait-on des données que je renseigne ou partage sur Internet ? Qu'est-ce qui
Qui est-ce qui gère cela? Comment marchent ces algorithmes? Un contexte aussi mondial où dans certains pays nous parlons et faisons, même plus que parler, de reconnaissance faciale. Une société de contrôle des caméras, l'intelligence artificielle, qui à la fois peut améliorer considérablement certaines choses, mais peut aussi intenter à nos libertés. Le contexte également d'une évolution, voire même d'une révolution technologique avec les objets connectés, la 5G et l'avènement des réseaux sociaux. Et enfin, un contexte où fleurissent aussi des théories du complot. Bref, un contexte, ou plutôt des contextes, et j'en ai fini, qui se rejoignent, mais qui comportent chacun leur spécificité. Voilà. Nous faisons tout aujourd'hui. J'attendais un jingle, c'est pour ça. Là, il y a effectivement un gong. Merci beaucoup Thierry pour les contextes au pluriel. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on complète le cas échéant. Les faits et contextes. Anita? Eh bien, déjà, moi, je tiens à féliciter Thierry. Je trouve que c'était très intéressant. Tu as parlé du projet européen? Non, on pourrait le rajouter, justement. C'est bien, il nous laisse quelques os à ronger. Mais je vous laisse travailler un peu, quand même. Oui. Donc, projet européen, de pouvoir avoir... une identité numérique, un portefeuille numérique interopérable entre les différents États de l'Union européenne, et ça date du 2 juin là, hein, donc ça s'accélère. Et qui se mettrait en place à partir de 2022, et qui serait peut-être aussi de genre coffre-fort numérique, puisqu'on pourrait y déposer un certain nombre de documents, diplômes, certificats médicaux, etc. Ça ne serait pas obligatoire. Non. En l'état actuel des réflexions et décisions. Oui, mais ça fera partie d'une des questions qu'on va se poser, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, pour aller au restaurant, ce qui était mon cas samedi soir, dans un petit village charmant alsacien, avec ma néanmoins charmante belle-mère, eh bien, nous avions normalement le droit d'avoir l'alternative cahier-papier, bien sûr, pour noter que nous étions... bien présent. D'autres choses, David, en termes de faits et contexte? Moi, je me suis oui, sur l'application de la Poste là, dont tu parles, là, la Poste qui a été donc sélectionnée pour gérer cette identité numérique. Ce qu'elle permet, c'est surtout en fait de prouver que c'est bien nous qui utilisons cette identité par un système d'application installé sur son téléphone qui fait qu'en fait, le seul mot de passe qu'on a, c'est un code, ou bien ça peut être son empreinte sur son téléphone, qui fait qu'on le monte. Ça évite de remplir, en plus de retenir un mot de passe, et ça renforce la sécurité, puisqu'il faut forcément que ce soit son téléphone personnel, qui devient un outil de preuve assez important. On voit que beaucoup de validations d'achats sur Internet se font par notre téléphone, qui devient un outil personnel, et c'est là qu'on se rend compte de l'importance que ce téléphone lui-même soit inviolable. J'ai noté une évolution d'ailleurs récente, puisque moi je suis un fervent partisan de la banque en ligne depuis pas mal d'années. Du coup, ma banque, depuis quelques mois maintenant, même pour des achats mineurs, 30 à 40 euros, me demande d'aller sur mon application, sur mon smartphone, et de valider le bouton pour que l'achat puisse se terminer sur le site marchand. Voilà, et donc avec France Connect, il y a ce système qui va pouvoir permettre de valider simplement depuis son téléphone. J'ai noté également en termes de contexte que, pas si lointain, mais je crois que c'était à la rentrée, il y avait la loi sécurité globale, avec l'extension de 3 fichiers de police, qui a fait beaucoup de débats sur le risque pour les libertés. Donc, on est dans un contexte aussi de... on l'avait mentionné dans une émission. Nous l'avions mentionné dans une émission, tout à fait. On peut consulter sur la page YouTube. Oui, absolument. Merci beaucoup pour la promo. Même si sur la page YouTube, vous verrez la bouille de Thierry, entre autres. L'avis de la CNIL aussi. La CNIL est pas mal sollicitée. Alors, certains diraient un peu tardivement, du genre les dés sont déjà lancés. La technologie va très très vite. La politique a tendance à suivre un petit peu derrière. Et la CNIL aussi. Mais là, je suis déjà dans une opinion personnelle. En tout cas, le 8 juin dernier, la CNIL a émis quelques réserves par rapport au risque du pass sanitaire. Voilà pour les faits et les contextes. J'avais juste encore un fait, donc j'ai dû faire un peu le tri. Pour moi, il y a aussi cette question du public-privé aussi, où quand on parle de stockage de données mobiles ou des choses comme ça, c'est aussi des enjeux, il y a des enjeux financiers derrière, et où des grands noms, on parlait dans d'autres émissions de Jeff Bezos ou des gens comme ça. Donc, il y a bien sûr la question politique et au niveau de l'Union européenne, mais aussi la question de si on met en place, j'en sais rien, des caméras, un système de reconnaissance faciale, etc., qui va gérer ça? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des partenaires privés, des choses comme ça, etc. C'est ce qu'on appelle les tiers. Voilà, la place des tiers. Donc, ça peut être, par exemple, je crois que
le centre qui gère nos données de santé au niveau de l'Europe a été confié à Microsoft, il me semble, Health Data Hub, quelque chose comme ça, a été confié un peu en catastrophe, d'après les articles que j'ai lus, à Microsoft. Donc il y a forcément des fournisseurs qui fournissent les logiciels de reconnaissance faciale, qui fournissent des data centers qui sont soit au Maroc, soit dans les pays froids, si j'ai bien compris. D'ailleurs, je n'ai pas toujours compris la différence entre les deux. Donc oui, la place des tiers, et bien sûr les enjeux économiques de l'exploitation des données. Tout à fait. Et ce qu'il y a derrière ces tiers, on se rend compte, ce sont toujours les mêmes. En fait, je veux dire, on est bien, je dirais globalement, on va retrouver la sphère des GAFA à un moment donné. Donc, c'est bien, on a déjà interpellé et déjà traité de ce genre de questions. Oui. Où se situent les pouvoirs. Et de toute façon, Anita, si un sujet mérite d'être traité, il a été traité par notre émission. Oui. Forcément. Et bien traité. Mais que je suis donc bête, je n'y avais pas pensé. Non, nous sommes clairement dans une société technologique, que ça nous plaise ou pas. Et effectivement, du coup, les grands noms de la technologie, de manière générale, on le vend en poupe, clairement, avec la crise sanitaire que nous traversons. Il y a une accélération évidente, évidemment. Mais je ne sais pas si je peux juste sortir du contexte, mais c'est quand même un petit peu le contexte. C'est que je pense qu'il y a une grande question là-dessus, c'est de savoir le rôle de l'État et des États. Et je dirais même de l'organisation des États entre eux, par exemple au niveau européen, mais même le rôle des États vis-à-vis des acteurs privés qui offrent des services numériques qui sont d'intérêt public, on va dire. Je ne sais pas, Google offre un accès gratuit au mail. Bon, ça a résolu beaucoup de questions à tout le monde, ça a démocratisé l'usage du mail. Là, on voit la vidéo, pendant la pandémie, il y a eu un accès à des services de vidéo gratuits et tout ça. Donc, il y a une sorte de service public comme ça qui se met en place par des acteurs privés, parce que les États ne se sont pas encore pris là-dedans ou parce qu'ils ont du retard technique et qu'ils ont d'autres choses à penser, ils sont mal organisés pour ça. Et ça pose une vraie question. Je trouve que parfois la discussion en vient souvent à craindre que qu'un État totalitaire nous enchaîne et puis nous surveille et tout ça. Moi, je trouve que le risque personnel, mais c'est parce que je suis moins libertarien que d'autres, c'est que justement l'État se désengage trop de ces questions-là et que ce soit les acteurs privés qui apportent des services publics avec des intérêts commerciaux derrière. Ouais, libertarien, c'était pour moi. En tout cas, je l'ai pris pour moi. Tu pouvais. C'est pas une insulte. Oui, non, absolument pas, même si les définitions peuvent grandement varier, bien sûr, et je ne me retrouverai pas dans toutes. Fait et contexte, on a terminé, puisqu'on passe sinon à la confession. C'est cette fois-ci Anita. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Alors, je vais vous faire une confession, ça tombe bien. Je crois que je souffre d'un dédoublement de personnalité. C'est clair. On aurait déjà pu te le dire. Et c'est net. Non, voilà, c'est déjà confirmé, donc j'arrête là et je m'en vais. Voilà. C'est-à-dire que quand on me parle d'identité numérique en France, de signature électronique qui viendrait conforter nos démarches dématérialisées, eh bien, franchement, je suis plutôt pour. Je me sens bien, ça ne me gêne pas du tout. Et parce qu'effectivement, si c'est un service de l'État, je m'y retrouve. Voilà. Je suis par ailleurs agent du service public. Voilà, je ne vais quand même pas me dédire. Mais par contre... Faut voir le tatouage de Anita sur son épaule gauche. Mais enfin bref. Formatage. Mais nous ferons un jour une émission sur le service public et je viendrai à la défense du service public. Voilà. Pardon Anita. Par contre, quand je commence à considérer tous les autres aspects de non seulement l'identité numérique, mais de l'identification numérique, tel que cela vient d'être si bien exposé par Thierry, repérage par caméra de nos jolies têtes avec ou sans masque par exemple, suivi de nos comportements dans une ville pour savoir, tel que ça a été réellement testé, savoir si on ramasse bien les crottes de chien, etc. C'est-à-dire, lorsqu'on me parle même du projet européen de portefeuille numérique, alors là, il se passe une transformation en moi. Je deviens toute bleue et je me transforme en schtroumpf, mais pas n'importe lequel, je me transforme, oui, ça ne se voit pas, mais je me transforme en schtroumpf grognon. Et moi, je dis, comme le schtroumpf grognon, moi, l'identité numérique, j'aime pas. Bon. Et pourtant, c'est là qu'intervient mon dédoublement de personnalité. Je viens de l'évoquer tout à l'heure. J'utilise depuis fort longtemps, et malgré mon grand âge, et contrairement à ce que l'on dit, que les vieux n'utilisent pas Internet, contrairement à cela, j'utilise depuis fort longtemps des procédures dématérialisées. J'utilise quasiment tout.
je ne fais quasiment plus d'achats dans des magasins, je ne mets plus les pieds dans une banque, etc., etc. Alors, d'où vient mon problème? Pourquoi aurais-je des usages d'un côté et des idées opposées au déploiement de l'identité numérique de l'autre côté? Eh bien, je vais vous le dire. Ce que je n'aime pas dans le développement de l'identité numérique ou de l'identification numérique, c'est en fait l'idée d'échange de données à un échelon européen. Pour moi, il suffit de peu de choses pour transformer cela en puissant levier de contrôle des États sur les citoyens. Aujourd'hui, l'identité numérique, c'est non obligatoire, mais demain, cela le deviendra car c'est le cours de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est pour démontrer une identité. Demain, ce sera pour contrôler, connaître mes comportements. Mais le risque du contrôle renforcé, pour moi, ne vient pas seulement des États, mais elle vient de nous-mêmes, êtres humains, et de notre recherche de facilité. Je dirais presque de notre peut-être fond de paresse naturelle. Si je peux aujourd'hui présenter mon identité à partir de mon smartphone, c'est bien plus facile. Mais bientôt, que va-t-il se passer? Et ne me dites pas que ça ne va pas se passer comme ça, parce que ça va se passer comme ça. Eh bien, je vais me dire, ou plutôt, peut-être que des vendeurs de matériel connecté vont me dire « Mais ton smartphone est plutôt encombrant. Si tu utilisais cette petite puce autocollante que tu te mets au creux du poignet, ça serait vachement mieux. » Que tu peux enlever. Dans un premier temps, c'est ça? Voilà, peut-être. Hein, voilà, les choses se font tout doucement. Et puis, au bout d'un certain temps, je pourrais peut-être même trouver fastidieux d'enlever, de remettre cette puce. Alors on me dirait, mais bien sûr, c'est normal. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Maintenant, fais-toi injecter un petit programme interne. Tu verras, les mises à jour se feront d'elles-mêmes et on connaîtra tout de toi, de ton identité, de tes goûts, de tes comportements de consommateur ou de consommatrice. Enfin, voilà, ton identité sera dans ta peau. Et tu pourras acheter et vendre avec tellement de facilité. En fait, je redoute la mauvaise évolution de l'identité numérique car nous ne prenons pas le temps collectivement d'en étudier tous les aspects et d'en définir l'éthique, mais aussi la véritable utilité. Nous partons du principe aujourd'hui qu'une société dématérialisée est notre avenir, notre seul avenir et qu'il n'y en a pas d'autre possible. Dire non au développement de l'identité numérique, c'est paraître dépassé, être accusé de complotisme, être éventuellement un vieux. Ce sont en fait les modèles sécuritaires, économiques et numériques qui donnent la ligne aux prises de décision actuelles des gouvernants et des dirigeants. Et ce modèle, plutôt fondé sur la sécurité, la sécurisation à outrance, est fondé sur quoi? En fait, sur la méfiance et le contrôle. Or, une société qui est fondée sur la méfiance de l'autre et qui compte plus sur les machines et les algorithmes que sur les personnes, gagne peut-être à court terme en sécurité, mais en réalité, elle est en train de créer l'anxiété de demain et donc un besoin de contrôle encore renforcé. C'est pour cela que sur cette question, je le confesse, j'ai bien un dédoublement de personnalité et non seulement je suis schtroumpf-grognon, mais je pense même que je suis aujourd'hui schtroumpf-pessimiste. C'était la confession d'Anita. Je rappelle que l'objectif, c'est de rebondir sur quelques idées clés qui sont incluses dans cette confession. Moi, j'en ai noté plusieurs. Vous me complétez, Thierry et David. J'ai noté que déjà, comme pour notre audience, on peut vivre un dédoublement de personnalité. Ce que je veux dire, c'est que sur ce sujet, comme sur d'autres, je pense qu'il faut accepter aussi à un moment donné qu'il y a une part de nous qui nous attire et qui nous va bien, et en même temps une part qui peut être freinante. Donc du coup, bienvenue au club, dirait Anita. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, j'ai beaucoup aimé le côté, il y a le contrôle extérieur et il y a aussi le contrôle entre guillemets de soi-même, notamment lié, alors c'est toi qui l'as dit, de la paresse. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes les premiers artisans peut-être de cette Nous sommes des êtres de plaisir qui allons au plus vite, au plus court. Voilà, nous sommes des êtres de plaisir avec le côté confort. Et enfin, j'ai noté la quatrième idée sur, effectivement, comme quoi tout est fait par rapport à une vision d'une société dématérialisée. C'est ça. Et que ça serait potentiellement la seule. Ok, ce que peut-être on pourrait éventuellement remettre en question, même si à mon avis,
ça devient de plus en plus difficile. Et après, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette société dématérialisée? Et je crois que pour l'instant, on se laisse plus dominer par l'outil que plutôt par une réflexion qui nous permet d'avoir des outils qui viennent faciliter notre vie. Okay. C'est l'outil qui nous domine actuellement. D'accord, Anita. Alors, David, Thierry... En t'entendant, je me disais, en fait, est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui des outils dématérialisés ou des outils numériques pour organiser sa vie? Sans doute que ça serait difficile de s'en passer, non seulement parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent nécessairement, où il faut passer par ça, parce qu'il n'y a plus d'autres services, parce qu'il n'y a plus de guichets autant qu'avant, mais peut-être aussi parce qu'il y a une complexification de la société qui se fait. Et je pense que cette question de la complexification et par exemple de la vie sociale dans des lieux, dans des systèmes urbains très, très denses, comme on peut en avoir maintenant de plus en plus, avec... un exemple de complexification voilà, on vit avec des millions de personnes qui ont des différences culturelles assez importantes, qui ont des vies professionnelles et personnelles très compliquées, qui font qu'elles vont à différents endroits chaque jour. Enfin voilà, la vie sociale est beaucoup plus compliquée qu'une certaine, qu'une sorte d'image d'antan d'une vie au village où on va à son travail de l'usine à côté et puis on revient le soir et tout ça. Je veux dire, notre vie sociale est beaucoup plus compliquée. Et je me dis, effectivement, on peut avoir tendance à rajouter en fait de l'outil numérique qui va rajouter une nouvelle complexité, comme tu le suggérais, et qui va nous obliger à utiliser des nouveaux moyens numériques pour faire face à la nouvelle complexité que la version N+1 du système a rajouté. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'en voulant simplifier les choses, on rajoute une couche qui est plus simple simplement parce qu'il y a une quantité d'énergie et de technique pour résoudre les problèmes à notre place. Et je ne sais pas, effectivement, moi je me pose la question, alors que je suis quand même un passionné de technologie, je me pose la question de savoir comment pouvoir revenir en arrière ou simplifier toutes ces couches-là pour revenir à quelque chose de plus simple. En informatique, ça s'appelle du refactoring, c'est-à-dire à certains moments, il faut reprendre en fait tout son système à zéro, être capable de reconstruire pour avoir quelque chose de plus simple, parce qu'à force d'ajouts, et ça en France, le millefeuille, le système du millefeuille, on connaît bien, on rajoute des couches, et ça devient impossible de se débrouiller avec une seule petite tête. Thierry, commentaire par rapport à un des points que j'ai résumé. J'ai aussi retenu notre côté à tous, je pense, un peu bicéphale. On aime à la fois utiliser ces technologies, etc., de pouvoir s'identifier rapidement, et quelque chose qui nous fait peur. Moi, un point, et tu l'as aussi souligné, Philippe, c'est notre responsabilité personnelle. Moi, je pense que c'est un enjeu d'éducation immense dans l'utilisation de ces applications, mais on peut aussi... Tu éduquerais ton enfant sur quoi, par exemple, aujourd'hui? Ou tu l'éduquerais au sens, tu l'éveillerais, tu essaierais de qu'il soit conscient de quoi, qu'il soit vigilant sur quoi en ce moment? Alors bon, je pense qu'il y aurait... La question n'est pas simple, c'est pas une question piège, je suis désolé. Je pense qu'il y aurait déjà un état d'esprit de vigilance, mais que je devrais me donner à moi-même aussi. Dans qu'est-ce que je partage comme données, même si je pense qu'elles sont quand même globalement très sécurisées, mais c'est aussi quelles informations je partage sur Internet. Aujourd'hui, si je ne veux pas partager certaines informations, tu disais qu'il y a quelques années, on pensait l'identité numérique comme étant... les traces qu'on laisse. Les traces qu'on laisse sur Internet, c'est plus tellement ça, mais je pense que c'est quand même important. Et donc, il y a bien sûr cet enjeu technologique, cet enjeu de société, mais cette identité numérique, elle est là. En fait, elle est là. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu d'éducation là-dessus et aussi un enjeu d'éducation pour dire que oui, toutes ces plateformes, on peut avoir tout très vite, etc., mais tout ne marche pas comme ça. Et au bout d'un moment, on peut facilement aussi se prendre un mur en disant « Ah, en fait, tout est simple, donc je vais tout avoir rapidement. » On n'aime pas se prendre un mur, Thierry. Pardon ? C'est pénible, on n'aime pas se prendre un mur, et j'ai l'impression... Je n'aime bien de sûr. moins en moins. Et puis, par exemple, la vitesse d'affichage des pages web, je suis devenu beaucoup plus exigeant aujourd'hui. Je suis impatient. De base, déjà, très, très, très impatient. Mais je suis beaucoup plus impatient aujourd'hui que je l'étais il y a quelques années. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une accoutumance. Ah, c'est clair. Il y a clairement une accoutumance. Le terme n'est pas de moi. C'est dans l'un des articles que je vous ai proposé. Il y a une accoutumance. Et j'ai cette accoutumance, à un moment donné, à cette facilité, à ce confort. Et ça peut donner peut-être une certaine...
Paresse, pour reprendre ton terme, Anita. Je pense que ce n'est pas tant la technologie et l'usage même de différents systèmes dématérialisés qui est important, qui pose problème. C'est bien l'exploitation de l'ensemble de ces données en arrière-plan par des grands groupes qui vont venir nous chercher, analyser nos comportements pour pouvoir ensuite nous inviter à acheter tel ou tel produit. Et le problème, c'est que je pense que ça va aller plus loin, mais on l'a déjà évoqué dans notre émission. C'est qu'à un moment donné, sommes-nous des citoyens ou sommes-nous des consommateurs? Qu'est-ce qui passe en premier? À partir du moment où nous devenons de potentiels consommateurs, eh bien, c'est là où pour moi il y a un vrai risque. C'est-à-dire qu'on n'observe plus la personne que sous l'angle de ce qu'elle peut acheter. Or, est-ce que c'est ça? Ou en profiter. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ou en profiter, voilà. Mais c'est de la consommation. Comme le mail de Google. Ça reste de la consommation, absolument. Oui, c'est de la consommation. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que c'est le bien matériel, c'est le fait de posséder des choses matérielles qui nous rendrait complètement heureux. C'est tout ça qui se joue. Comme lorsque nous sommes aussi sur le contrôle de nos comportements. Ton chien, il a fait caca, tu n'as pas ramassé, s'il te plaît, fais-le. Bon sang, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire-là? Ça, je n'aime pas. Oui, nous avions noté. Mais par contre, s'il y a un chien, quelqu'un qui faisait chier, faire son chien devant ton pas de porte et que tu n'arrives pas à le choper et que personne n'arrive à le choper, à un moment donné, tu te poserais la question s'il ne faut pas mettre des caméras quand même. Eh ben non. Non. Parce que là, dans ce cas-là, c'est la relation humaine qui doit passer. Je suis d'accord, mais c'est une bonne grandeur nature. Je sais où Anita habite. On va faire un test. on va donner l'adresse hors antenne, comme ça il va y avoir un kilo. Tu n'as pas de chien. 500 kilos de. Non, mais je pense que c'est une question. Pas jusqu'au bout de ma pensée. Je pense que c'est une question très importante, c'est-à-dire notre responsabilité civique et de quelle façon est-ce qu'on peut nous retrouver pour être redevable des choses que l'on a faites, qui en nuisent aux autres et que l'on peut parfois confortablement faire de façon anonyme. Mais je dirais qu'en fait, la question de l'exploitation commerciale, c'est peut-être presque un petit peu hors sujet par rapport au sujet de l'identité numérique, parce que j'ai l'impression que pour moi, la question de l'identité numérique, c'est vraiment quelque chose géré par les États et qui est une sorte c'est vraiment la partie service public. Mais finalement, il y a un lien quand même avec les sociétés privées, puisque un compte Facebook, c'est quand même une identité numérique très forte. C'est-à-dire que c'est nous, normalement, c'est quand même une personne qui est représentée. On laisse beaucoup de traces. Et puis c'est là qu'on voit que des fois, on va sur une page, et ça, c'est vraiment toute la perversité du système de Facebook, c'est qu'on va sur une page sans savoir qu'on se présente avec notre identité Facebook. C'est-à-dire qu'il y a des traces, il nous reconnaît sans nous le dire, la page nous reconnaît sans nous le dire, qu'en fait, on est sur Facebook, et donc elle peut récupérer des informations commerciales sur nous sans qu'on ait eu quelqu'un qui nous demande qui êtes-vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment la chose, je pense, qui est assez sournoise et qui est un moyen commercial pour moi illégitime, c'est d'exploiter des informations à l'insu des personnes. Dans les questions d'identité numérique, j'ai quand même l'impression que c'est du même ordre que quelqu'un qui vous demande à l'entrée votre carte d'identité, votre passeport. Vous savez qu'il vous le demande, vous savez pourquoi il vous le demande, c'est parce que vous êtes en train de louer une voiture et il faut qu'il puisse envoyer la facture si jamais la voiture est cassée. Voilà. Et cette question-là de la redevabilité en fait civique quand on utilise un service public, de savoir que si on le casse, si on l'utilise de façon indue et que ça nuit à l'utilisation globale et à l'idée globale partagée, là, je pense que c'est important de pouvoir retrouver les personnes. Moi, ça me pose de grandes questions. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis, dans des sociétés très complexes, très denses, un petit nombre de personnes ont la capacité de nuire et de pourrir une idée. Que ce soit un jardin partagé, que ce soit un système de vélo partagé. Et dès qu'on va vouloir mettre des services publics en partage, qui est une façon économe de partager des ressources, la redevabilité civique, pour moi, devra être renforcée. Et là, on a une vraie question. La question à ne pas poser, c'est tout de suite après le jingle. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Alors, ne fuyez pas, restez avec nous. En tout cas, nous, on est bloqués ici encore pendant une petite dizaine de minutes. La question à ne pas poser, pensez-vous qu'à terme non défini, le moyen de nous identifier de manière numérique sera intégré à notre corps? Ça a été évoqué dans la confession
de Anita. Ça va, vous avez compris la question? Oui. Et vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez y répondre, sachant que pour l'instant, en tout cas dans mes propos, je suis purement, pour l'instant, factuel. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour dire que pour moi, le complotisme, c'est pas le fait de se projeter, c'est peut-être de faire des procès d'intention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un projet intentionnel, global, ok, voilà. Donc pour l'instant, je ne suis pas dans ce registre-là, j'ai dit pour l'instant. Donc ma question, voilà, est-ce que à un terme plus ou moins défini, la suite logique des choses, c'est de passer de son smartphone, de son papier, à quelque chose qui est avec soi tout le temps, et peut-être à terme, demain, qui sera intégré dans notre corps. Votre sentiment sur la question, rapidement, puis ensuite on développe un petit peu avant de passer à Jésus revient. Thierry? Alors je trouve que c'est une question très difficile, parce qu'on peut pas dire, moi je dirais difficilement, non c'est impossible. Non c'est impossible, ça sera jamais le cas, etc. Parce qu'on ne peut pas aussi prévenir ce qui va se passer. Effectivement, il y a une accélération ces dernières années qui est là. Donc ton sentiment, ton opinion, même s'il n'est pas démontrable, tu n'as pas toutes les données, personne ne t'en voudra. Et qui peut faire penser à ça. Je pense que c'est possible, mais j'aimerais aussi garder peut-être une certaine mesure et sans dénoncer du complotisme ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est possible. Mais j'ai quelques réserves. Bref. Oh purée, mais c'est une question difficile. Mais quoi, c'est une question difficile? Il suffit que tu donnes ton opinion. Je pense que c'est possible. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Voilà. D'accord. Punaise. L'accouchement fut douloureux. Merci Thierry. Anita? Alors c'est clair, oui, pour moi ça va Apparemment, arriver. Vu ta confession. Oui, clairement, on va vers ça. Sauf si nous, citoyens, nous savons nous mobiliser et dire non. Nous ne sommes pas obligés de nous faire injecter un petit programme sous la peau. Voilà, donc je pense que il n'y a pas que les États dans ce cas-là, comme je l'ai dit. Je pense que c'est pas inéluctable pour toi. C'est-à-dire que je pense qu'on y va inéluctablement parce que c'est la tendance globale, mais je pense que nous avons la possibilité encore en tant que citoyens de dire non. Ou alors, nous pouvons dire oui si nous pensons que c'est un bon projet de société. Okay. Pour moi, ça n'est pas un bon projet de société. Voilà, mais il faut que ça soit effectivement cohérent avec la manière dont on voit notre société. Ok, donc cohérence par rapport au projet de société. David, réponse à la question. Oui, je pense que c'est tout à fait possible, mais ça ne se fera que s'il y a d'autres services associés à cette injection de puces. On va dire que c'est du super wearable, c'est-à-dire on a le téléphone, on a la montre connectée. Alors moi, en fait, le point principal là-dessus, c'est pas le fait d'avoir quelque chose sous la peau qui me dérangerait. Ouais. Pour moi, c'est presque du même ordre que d'avoir ça. Sauf que la question, c'est de la réversibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut l'enlever, si on peut le désactiver, en fait, est-ce qu'on peut conserver notre anonymat et tout ça. Donc on peut avoir, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones nous suivent partout, nous tracent et parfois à notre insu. Par exemple, tout ce qui est NFC, les puces NFC, c'est-à-dire quand on s'approche d'un appareil et comme il va y avoir maintenant la 5G avec plein d'appareils connectés, effectivement, est-ce qu'on saura quand est-ce que notre téléphone échangera avec un autre appareil? On ne le saura pas toujours. Et je pense que là, peut-être qu'il faut quelques lois pour dire que tout appareil doit pouvoir être débranché, une sorte de mode avion d'identité que l'on doit pouvoir mettre pour dire là, je n'ai pas envie qu'on mon truc. Ou je veux décider, quand quelqu'un veut savoir qui je suis, il me le demande. Par exemple, et ça, je fais le lien avec Apple, qui a le système Apple Pay pour payer. Ouais. Donc, on voit très bien qu'ils utilisent une puce NFC, mais jamais la connexion ne se fait sans qu'on ait validé avec son doigt le truc. Et d'ailleurs, quand on fait un paiement avec Apple Pay, on ne transmet aucune information personnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de paiement électroniques. Il y en a certains qui récupèrent des informations personnelles. Donc pour moi, l'important, c'est surtout de savoir si on désactive ou pas notre identité numérique et si on est au courant quand on nous la demande. L'exemple que j'ai donné avec Facebook. Et là, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose sous la peau pour déjà faire des bêtises avec. En ce moment, on a besoin de renforcer la clarté des informations. C'est-à-dire que les gens doivent savoir quand est-ce qu'on échange avec eux. Ouais. À noter dans un contexte aussi de cyberattaques de plus en plus fréquentes. Je crois qu'il y a eu un sommet récemment en France, interne, je veux dire, sur les moyens de se prémunir des attaques, notamment des attaques avec rançon. Voilà. Mon opinion sur le sujet, c'est que c'est absolument inéluctable. C'est la tendance de la société et je pense que c'est l'effet cliquet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous et moi, progressivement, on passe, avec un petit peu de recul sur les années, on ne voit vraiment pas pourquoi on marcherait
Enfin, on irait en marche arrière. Je partage la précaution sur le fait de pouvoir désactiver. En revanche, j'ajouterai une couche qui va nous permettre, je pense, d'introduire notre dernière partie. C'est que demain, je pense que ça sera permis de le désactiver, sauf que je ne pourrai plus vivre en société. Voilà, ça, c'est ma grosse crainte. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, je peux déjà me passer de certaines formalités, mais du coup, je n'ai plus le droit d'aller au restaurant. Si je vais aller à Roland-Garros, pour plein de bonnes raisons sanitaires, sans doute, du coup, je peux peut-être me désactiver, je peux peut-être ne pas rentrer dans ces codes d'identification, mais en ce cas-là, est-ce que je vais pouvoir encore continuer à vivre, entre guillemets, avec mes actes de la vie de tous les jours ? Et moi, je pense que demain, même si ce n'est pas obligatoire, la pression sociétale sera telle que je vais forcément être un marginal, qui a dit que je l'étais déjà, en tout cas en marge de la marche de l'histoire, même si c'est désactivé. Voilà, ça, c'est ma grosse... Ouais, alors c'est vrai qu'on peut considérer que là, on est dans une période exceptionnelle qui normalement a vocation à s'arrêter, et qu'on a pris des mesures exceptionnelles. Non, mais je vais compléter ce que je vais dire. Ouais. On a pris des mesures exceptionnelles. Alors déjà, on n'est pas sûr qu'on ne va pas rentrer dans des cycles de crise, puisque effectivement, il y a quand même plein de choses qui nous pètent à la figure. Donc, avec la crise climatique, économique, peut-être qu'on va être tout le temps en crise, et donc on va devoir tout le temps avoir des besoins exceptionnels. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, on court un petit peu après le contrôle pour arriver à gérer des situations. Ouais. Et je pense que ça pose la question quand même, et je pense que ça peut interroger tout le monde, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'une communauté fait bloc pour régler un problème sans qu'un État n'ait besoin justement d'intervenir de façon abrupte et coercitive pour que tout le monde le fasse. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord, enfin idéalement, dans une sorte de société idéale, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour faire quelque chose, qu'on le fasse tous ensemble et que ça résolve le problème rapidement. Et si on n'y arrive pas, eh ben on est obligé de mettre des problèmes. Et je dirais, et je reprends, excuse-moi, j'essaie d'aller vite, je reprends la question que tu disais avec le fait qu'on a besoin de se parler et pas d'avoir des caméras qui règlent les problèmes à notre place. Si quelqu'un fait devant notre maison, il faudrait arriver à lui parler. Voilà. Ça demande un investissement différent et ça demande d'arriver à régler les problèmes entre humains. Et si on n'y arrive pas, on est obligé de porter plainte, de faire intervenir la police qui ne vient pas et tout ça. Et voilà. Et donc on met des caméras en place ou bien on supprime le service parce que voilà. Donc je pense qu'effectivement, pour régler ces problèmes, il faut réinventer notre relation sociale et notre façon de régler les problèmes en se parlant. C'était le choix que j'avais entre deux questions à ne pas poser, et l'autre que je n'ai pas posée, c'était effectivement beaucoup de mesures qui aujourd'hui sont présentées comme étant des mesures d'urgence, seront-elles pérennisées ? Moi, je crois fondamentalement que oui, ne serait-ce que parce qu'on passera d'une crise à l'autre. Jésus revient, c'est tout de suite. Après un petit délai de rigueur. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Et vu le temps qui nous reste, ça va se transformer en synthèse chrono avec une seule question. Admettons que demain, notre moyen d'identité est intégré à notre peau, ce qui technologiquement est aujourd'hui tout à fait possible. Est-ce qu'un chrétien féru de Bible et notamment du livre de l'Apocalypse pourrait y voir la marque de la bête qui est citée en Apocalypse 13, 17. Vous avez le droit de dire « je ne me souviens pas du passage, Philippe, je ne sais pas ce que c'est ». On n'est pas en étude de théologie ici, mais donc on n'a que 2-3 minutes là. Et je terminerai en donnant mon opinion sur ce sujet ou cette crainte. Voilà, c'est parti. Thierry, marque de la bête. À terme, si demain on a un moyen d'identité numérique qui est soit sur notre front, soit sur la paume, le creux de la main. Alors, pour faire court, pour le coup, oui, je pense qu'en tant que chrétien, on pourrait y voir ça. Moi, je pourrais y voir ça. Après, j'ai du mal toujours, moi, à me projeter dans quelque chose que je ne vois pas encore. Mais je peux tout à fait comprendre qu'on relie ça à la marque de la bête. On n'a pas évoqué le mot, mais c'est le mot transhumanisme aussi, ou des choses comme ça. Donc, oui, c'est l'interfaçage humain avec la technologie. Quand on dit transhumanisme, on est d'accord là-dessus. Dans cette émission, en tout cas, c'est ce qu'on veut dire. Bien sûr. Donc, le fait, par exemple, d'intégrer dans le corps... Oui, je pense que ça serait tout à fait possible. Anita. Eh bien, oui et non, parce Apocalypse 13, 17. Je vois bien, tout à l'heure, en fait, c'est à ça que j'ai fait référence quand j'ai dit que pour vendre et acheter, il faudrait avoir ce logiciel intégré. C'est bien ce verset auquel je me suis référé. Tout à fait. C'est pas sûr que ce soit vraiment ça, la marque de la bête. Ça peut être un instrument, effectivement, de l'état d'esprit de la fin des temps. Mais la marque de la bête, puisque en fait, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui est opposé à Christ.
Or, je pense que l'opposition, elle est plus spirituelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne passe pas à travers des outils et des moyens, et que peut-être nous pouvons l'attendre d'un côté en disant oui, ça c'est la marque de la bête, et peut-être que ça peut y contribuer, mais en réalité, c'est peut-être la transformation de nos propres états d'esprit et de notre propre mentalité qui est bien plus important que éventuellement un logiciel implanté dans notre corps. Merci Anita. David ? J'ai pas d'avis, je connais pas assez ce texte-là. Ok. J'ai une tendance toujours à être assez prudent sur les interprétations millénaristes parce que je pense qu'elles sont parfois un peu autoréalisatrices aussi, c'est-à-dire que de craindre la chute, de craindre la catastrophe, parfois on finit par l'espérer pour avoir raison. Donc j'évite d'essayer de rentrer dans ce genre de logique. Mais effectivement, c'est un symbole intéressant. Ça vaudrait le coup de creuser ça peut-être sur une prochaine émission, pourquoi pas, de savoir effectivement qu'est-ce que veut dire cette sorte d'unanimisme qui finalement, où on abdique un certain nombre de nos libertés pour essayer d'avoir une sorte d'espoir de survie. Oui, c'est quand même des bonnes questions spirituelles. Ok. Et moi, je vais terminer. Vous vous doutez que j'ai préparé... Et toi, tu connaissais la question en plus. Je connaissais la question. Alors, je rappelle quand même que c'est à tour de rôle. Hein. Bon, là, on n'est plus dans la même séquence, mais peu importe. Ouais. Alors, moi, quel que soit le matériel, je n'y verrai pas la marque de la bête au sens biblique tant qu'il n'y a pas un enjeu spirituel. Je partage complètement l'avis d'Anita, c'est-à-dire un état d'esprit anti-Dieu avec une mesure aussi d'adoration, c'est-à-dire de soumission. Donc là, moi, tant que le device technologique ne m'amène pas à avoir un enjeu spirituel, et l'esprit en moi devrait tressaillir si c'était le cas, je n'y vois pas la marque de la bête. Donc je suis très prudent avant de tout de suite y voir la marque de la bête. En revanche, ça soit peut-être une des conséquences d'une mondialisation, pour moi on va vers la mondialisation, et vers un état d'esprit d'une ère matérialiste qui a des espoirs forcément sans Dieu, hein, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, oui c'est clairement lié, et pour moi la marge de l'histoire elle est là. Et avec l'avènement d'une intelligence artificielle bluffante, absolument, tout à fait. Et pour moi, c'est un des points qui fait que je suis un amoureux de la Bible. Vous l'avez déjà compris depuis très très longtemps. C'est que pour moi, dans l'Apocalypse en l'occurrence, l'histoire, elle est déjà, pour moi, elle est déjà écrite. Et en tout cas, voilà. Donc, ça fait du bien de respirer à un moment donné. Hein, c'est super. Voilà. C'est comme ça qu'on se termine. Et puis on termine cette émission. On termine. La saison. On vous donne rendez-vous pour la saison 5, normalement. On vous donne rendez-vous, revenez. Et s'il y a des comptes à régler hors antenne, c'est maintenant que ça va se passer. Voilà, c'est ça. À très bientôt pour une prochaine émission. Bye. Ciao. Au revoir. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.